Très bien, nous allons reprendre donc avec une nouvelle table ronde consacrée aux prises en charge spécialisées. Et donc nous avons l'honneur d'accueillir les professionnels et de pouvoir discuter aujourd'hui, j'en suis ravie. Donc nous allons commencer par les programmes de prévention de la récidive avec donc Romain Aubé, Monia Benevis et Céline Ruffier qui vont s'exprimer pour l'expérience et l'expérimentation plutôt même menée au SPIP de Bourgoin-Jallieu. Je vous laisse la parole. Bonjour. Donc Céline Ruffier, Monia Benevis et moi-même, Romain Aubé, sommes CPIP au SPIP de l'Isère, antenne de Bourgoin-Jallieu. Il s'agit d'une antenne essentiellement rurale. Nous sommes 6,5 équivalents temps plein pour 560 personnes, soit à peu près 86 personnes pour un équivalent temps plein. Sur les 560 personnes, 80 ont commis des faits de violence conjugale, approximativement. Ils sont tous suivis individuellement par un ou une CPIP et certains participent également à un groupe de parole appelé aussi PPR, Programme de prévention de la récidive. Alors, nous avons choisi de vous présenter les groupes de parole que nous avons co-animés pour 3 raisons. La première, les interactions entre les personnes placées sous main de justice, entre elles, avec les co-animateurs, mais aussi entre collègues, que ce soit les CPIP animateurs ou les CPIP référents, sont riches, voire très riches. La deuxième raison, c'est que le collectif permet généralement de contrebalancer les subjectivités de chacun. Enfin, ces temps professionnels, sans l'interférence des autres tâches quotidiennes, nombreuses, nous permettent d'avoir plus de temps. Les séances durent 2 heures, pour mieux nous consacrer à notre cœur de métier. Comment aider les personnes à comprendre leur passage à l'acte et à agir autrement à l'avenir. Nous n'aborderons donc pas l'entretien individuel, ni le travail partenarial, notamment avec les conseillers et conseillères conjugaux, ou les associations d'aide aux victimes. Nous n'aborderons pas non plus une expérimentation en cours d'entretien de couple en CNV, communication non violente. Céline va vous présenter dans un premier temps comment les séances de nos PPR ont été construites, la philosophie de notre PPR et les principales caractéristiques des personnes ayant participé aux 3 sessions. Dans un second temps, Monia vous présentera les 5 premières séances sur 10 correspondant à l'approche problème du PPR. Et enfin, je vous présenterai les 5 autres séances correspondant à l'approche solution du PPR. En 2019, le SPIP de Bourgoin-Jallieu a décidé de mettre en place donc un PPR à destination des auteurs de violences conjugales. L'objectif principal de ce groupe est de travailler sur les violences au sens large, le couple, mais également d'orienter les échanges sur les solutions, notamment celles proposées dans le cadre de la communication non violente dont parlera Romain. À noter, dans cet esprit, le groupe a été renommé Prévention des violences conjugales. Cette approche doit permettre aux personnes de conscientiser le caractère problématique de leur comportement, développer la verbalisation, la socialisation et l'empathie, afin d'adopter un comportement responsable et de faciliter une éventuelle adhésion aux soins. Un autre objectif est de donner la possibilité à ces personnes placées sous main de justice d'aller plus loin lors des entretiens individuels avec leur CPI préférent. Nous avons animé 3 sessions de 10 séances, les animateurs étant un binôme mixte, donc Romain et Monia ou Romain et moi, ce qui peut être quand même pertinent en termes d'identification des participants. À ce jour, 3 sessions ont eu lieu. La première en 2020, où les 4 participants ont su rester mobilisés malgré les 6 mois d'interruption liés au Covid. En 2021, nous avons eu 5 participants. La session a dû être interrompue dans la mesure où 3 des 5 participants avaient trouvé du travail et que les horaires proposés à l'époque de 15h30 à 17h30 ne leur permettaient pas de participer au groupe. Donc on a décidé d'arrêter le groupe. En 2022, il y a eu 7 participants et on précise que cette session a eu lieu de 17h30 à 19h30, ce qui a permis une synergie entre le capital humain et le capital social des participants et ce qui est essentiel notamment dans un but de prévention de la récidive. Le taux de participation moyen sur ces 3 sessions se situe entre 65 et 76%. Concernant donc les personnes que nous avons eues en groupe, sur les 3 sessions, nous avons donc un total de 16 personnes âgées de 24 à 70 ans, donc
une différence d'âge parfois importante. 75% d'entre eux étaient en situation d'emploi. 44% d'entre eux étaient toujours en couple, soit avec la victime, soit avec une autre partenaire. Et 62% d'entre eux avaient déjà été condamnés pour des faits de violence. En ce qui concerne la philosophie de ce PPR, nous avons construit ce PPR à partir de différentes lectures, notamment Roland Coutenceau et Muriel Salmona, mais également la thèse de psychologie de Jacques Laporte, présentée en 2010 sur les groupes d'auteurs de violences conjugales. Et nous avons donc ainsi pu dégager les principales caractéristiques constatées par les recherches que l'on trouve chez la plupart des auteurs. Donc souvent, comme vous pouvez le voir, les auteurs de violences conjugales sont des personnes pour qui la violence est vécue comme éruptive, explosive, incontrôlable. Des personnes qui ont des difficultés à verbaliser sur un plan personnel et notamment sur le plan des émotions. Des difficultés à prendre en compte l'altérité et à développer l'empathie. Ce sont également des personnes pour qui la violence est vue comme la seule possibilité de sortir de l'impasse dans laquelle ils pensent être. Des personnes qui ont des difficultés à faire le lien entre les pensées nuisibles et le passage à l'acte, qui ont des difficultés à interpréter leur frustration autrement qu'en rendant responsable leur compagne, et enfin des difficultés à négocier notamment leur place dans le couple. Pour terminer, ce sont évidemment souvent des personnes qui ont une peur de l'abandon. Il nous a paru essentiel également de distinguer la différence de nature qui existe entre conflit et violence. Comme le propose Roland Coutenceau, le conflit est un mode relationnel interactif fondé sur un désaccord ponctuel auquel il faut trouver une solution. Le propre de la violence, c'est de refuser de placer l'autre sur un pied d'égalité et de nier sa qualité de sujet. Donc on leur explique bien que le conflit, c'est OK, la violence, ça l'est moins. La présélection a été faite par entrée infractionnelle et nous avons décidé d'exclure les personnes ayant commis des violences sexuelles sur leur conjoint. Les CEPI préférents orientent les candidats qui sont ensuite reçus en entretien individuel par le binôme de co-animateurs. L'objectif de ces entretiens est d'échanger avec la personne sur les faits et sur leurs attentes. S'agissant des faits, on constate que certains ne reconnaissent pas la totalité des faits. Dans ces conditions, nous contractualisons sur une reconnaissance à minima, même partielle des faits, pour maintenir la cohésion du groupe. S'agissant des attentes, un participant a pu évoquer son envie de travailler sur son impulsivité, de trouver des clés pour déverrouiller les montées en pression, ou un autre, d'écouter le vécu des autres. Le second critère indispensable pour participer à ce PPR, c'est le respect impératif de l'obligation de soins prononcée par le magistrat. Lors de la première session, les candidats retenus exprimaient clairement leur volonté de participer au groupe et avaient des attentes comme « qu'est-ce que je fais pour éviter l'escalade ? Qu'est-ce qui fait que seulement les hommes se retrouvent dans ces situations ?» Pour le deuxième PPR, on a changé d'optique et nous avons décidé de retenir toutes les personnes orientées, sauf celles qui manifestaient expressément leur refus de participer. Compte tenu des résistances rencontrées lors de la deuxième session de la part notamment d'un participant, nous avons revu le contenu des entretiens préalables afin d'y inclure des techniques issues de l'entretien motivationnel, en les laissant dans un premier temps davantage s'exprimer sur leur réticence à participer, sur leur difficulté à voir qu'il y avait un problème, pour, dans un second temps, repréciser l'essence de l'éventuelle participation au groupe, à savoir travailler à partir de l'acte de violence et non pas parce que la personne est violente. De plus, pour faciliter encore l'adhésion, nous avons choisi de retenir une définition large de la violence adoptée par Charles Roseman, psychosociologue français. La violence apparaît à partir du moment où l'on refuse de considérer l'autre comme un partenaire, on le méprise, on le fuit, on l'agresse, on lui attribue toutes les responsabilités. Nous rappelons également, lors des entretiens préalables, l'enjeu éducatif et non thérapeutique du PPR, en répondant plus à la question du comment que du pourquoi. Une présentation des PPSMJ sélectionnés et des thématiques a été faite aux psychologues du SPIP à partir de la liste des candidats. Une séance de travail intermédiaire a eu lieu entre chaque séance de groupe, soit en binôme, soit en supervision, afin de débriefer la séance précédente et de travailler sur la séance suivante. Une session correspond à environ 60 heures de travail. Le contenu des séances, dont Monia va vous parler maintenant, a été réajusté en fonction des attentes et des retours des participants,
de la dynamique des groupes, mais également de nos lectures et formations au cours des 3 dernières années. Donc je poursuis et je vais vous expliquer le contenu des 5 premières séances qui portent sur l'aspect problème. Donc la première séance permet de définir ensemble les règles de fonctionnement du groupe. Outre la ponctualité, la confidentialité et le respect, je souhaite faire un focus sur 2 règles qui nous semblent essentielles dans ce groupe. Tout d'abord, l'utilisation du pronom « je », qui permet à l'auteur d'être positionné en tant que personne responsable qui s'exprime en son nom à partir de ses expériences uniques et ses émotions. Cette règle apparaît primordiale car elle permet d'éviter des discours généralisants ou intellectualisants et aide les personnes à verbaliser sur un plan personnel. La seconde règle essentielle est de privilégier une écoute attentive plutôt que de donner des conseils, ceci pour aider chacun des participants à trouver sa propre solution et à développer l'empathie. Le groupe a cette vertu-là, on s'écoute. Les thématiques abordées sur les 5 premières séances doivent permettre donc aux participants d'identifier les problèmes. Chaque participant est amené à parler de ses représentations et de nous dire ce qu'évoque pour lui la violence, le couple et la violence conjugale. Ensuite, nous rappelons la loi et son évolution en matière de violence conjugale, notamment par la reconnaissance du viol entre époux en 2006 et le harcèlement moral au sein du couple en 2010. Après, nous abordons la thématique du couple avec comme support l'ouvrage de Philippe Breneau, qui est psychiatre, également thérapeute de couple. Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? Nous donnons quelques repères dans les 3 étapes du couple. La première étape est la phase du couple fusionnel qui dure de 3 mois à 3 ans maximum. La deuxième étape, si le couple veut avoir un avenir, il va passer de la phase de fusion à la phase de différenciation. Ce passage est à risque. En effet, les auteurs de violences conjugales ont souvent peur de l'abandon, car leur besoin d'appartenance n'a généralement pas été suffisamment nourri. Cette phase nécessite qu'il y ait de la communication au sein du couple, et pour limiter les risques de récidive, il est nécessaire que les personnes maîtrisent mieux l'outil de la communication. La troisième étape, après cette phase de différenciation, c'est la phase de la complémentarité qui prend la suite dans la vie du couple. En référence aux caractéristiques des hommes que le service prend en charge, un autre enjeu de ce programme est de sensibiliser notre public à la notion d'altérité et d'empathie. Nous travaillons la question de la différenciation entre les hommes et les femmes. Nous les sensibilisons aux préjugés et aux différences sur les genres qui visent à entretenir des discriminations. Ces discriminations représentent un risque de violence, soit en raison de la vision que les auteurs ont des femmes, soit en raison de la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Pour certains, la masculinité implique certaines valeurs qui peuvent les mettre en difficulté quand il s'agit d'entendre un non de leur compagne ou pour dire non à leur compagne. En effet, s'agissant de dire non à leur compagne, ne pas satisfaire systématiquement les besoins de leur compagne peut être contraire à l'idée qu'ils se font de leur intégrité et générer de la honte. Pour alimenter la réflexion sur les stéréotypes, nous utilisons les vidéos stéréotypes, stéréomeufs, et la bande dessinée « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Notre intention n'est pas de les transformer, mais d'ébranler leurs préjugés, leurs représentations, et ainsi les faire évoluer dans leur vision binaire « j'ai raison, je gagne » ou « j'ai tort, je perds ». Permettre à ces auteurs d'actes de violence de ne plus percevoir l'autre comme un ennemi. Ce programme a été construit pour leur donner une nouvelle grille de lecture sur leur fonctionnement au sein de leur couple. Et s'il y a des différences qui génèrent de la discrimination et de la violence, nous travaillons aussi avec les participants sur les différences entre les hommes et les femmes, dont la prise de conscience permet de mieux se comprendre, toujours selon Philippe Breneau, notamment dans les échanges et la résolution des difficultés. Pour poursuivre et faire écho à ce qu'a dit Céline en introduction, nous prenons le temps d'aborder le passage à l'acte au travers de 2 outils. Les enchaînements au risque tirés du programme Parcours de Denis Lafortune ici présent et l'outil du mécanisme émotionnel issu de l'approche cognitivo-comportementale d'Emeric Langerhans. Ces 2 outils permettent aux participants d'approfondir l'idée que la violence peut ne pas être éruptive. Les participants identifient les étapes qui précèdent le passage à l'acte et font ainsi le lien entre leurs pensées nuisibles et leur comportement.
L'objectif de ces exercices est de leur permettre de modifier leur comportement avant que la situation ne dégénère et les aider à sortir de cette impasse où la violence a été la seule solution envisagée. Cette séance leur permet aussi d'identifier leurs émotions. Elle a été l'occasion pour un participant d'identifier ses difficultés à nommer ses émotions. Je le cite, « Celui qui dit ses émotions est quelqu'un qui est faible mentalement. C'est ce que j'ai appris dans l'environnement dans lequel j'ai grandi qui était très dur. » Enfin, par rapport à leur déficit d'empathie, c'est au travers d'un exercice quelque justificatif par rapport aux conséquences vécues par la victime, toujours issu du programme Parcours de Denis Lafortune, ou encore se mettre à la place de la victime par le biais du visionnage du film Tom et Elena de Johanna Bedeau, qui ont été proposés au groupe. Ce film, qui met en scène 2 enfants devenus adultes qui témoignent des souvenirs de la violence du père, a eu un fort retentissement sur nos participants. Ils ont en effet été nombreux à réagir en empathie vis-à-vis des enfants, en repérant la peur des enfants. Et quelle que soit la forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique, elle a des conséquences sur les enfants. En résumé, ces 5 premières séances viennent aider les participants à conscientiser le caractère problématique de leur comportement, réfléchir à leur représentation de leur couple, repérer la différence entre la violence et le conflit, interroger leur représentation sur la masculinité et la féminité, reconnaître les signes précurseurs de la violence tels que le stress, la fatigue, la pression, les quiproquos, et identifier leurs émotions et faire le lien avec leurs pensées automatiques. Les participants ont apprécié de faire l'apprentissage de la verbalisation, de la socialisation, au travers de l'expérience du groupe, en donnant un point de vue sans se sentir jugés. Ils ont montré leur capacité à écouter l'autre. Je vais vous présenter maintenant les 5 dernières séances, les séances qui portent plutôt sur l'approche solution du PPR. Le focus qu'on va faire, c'est surtout sur la communication non violente, puisque c'est l'approche principale qu'on aborde. L'enjeu étant de se focaliser donc sur les stratégies d'évitement pour que les participants s'approprient peu à peu des façons plus adéquates de réagir, de communiquer en cas d'émotions désagréables. Et j'insiste sur l'adjectif désagréable, on ne parle pas d'émotions négatives, puisque effectivement, il s'agit d'être à l'aise avec ces émotions le plus possible. Et la colère, la peur, la frustration, la tristesse ou encore la honte, ce sont les 5 émotions qu'on cible le plus, notamment en cas de dispute avec leur compagne. Ce focus sur les solutions permet aussi indirectement aux participants, dans la continuité des séances 1 à 5, de mieux comprendre les causes de leur comportement. Concrètement, nous nous appuyons sur 2 ouvrages principaux. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg, fondateur de la CNV, qui a été développé dans les années 60, et le manuel de communication non violente d'une de ses élèves, Lucie Le, ainsi que les formations par des formateurs certifiés en CNV que nous avons reçus, soit sur les 3 modules de base ou soit sur des thématiques spécifiques, grâce à l'administration ou parfois sur des temps personnels. Selon les préconisations des formateurs certifiés CNV, nous précisons aux participants d'une part que notre partage d'expérience de la CNV repose sur notre compréhension personnelle des formations que nous avons reçues, et d'autre part qu'ils peuvent approfondir leur compréhension de la CNV en s'adressant à des formateurs certifiés présents notamment dans le département de l'Isère. Concrètement, nous avons proposé différents exercices tels qu'ils figurent dans les livres précités. Nous précisons ici qu'en CNV, il y a 3 phases, l'auto-empathie, l'expression authentique et l'empathie, et qu'à chaque phase, nous retrouvons les 4 étapes de la CNV. Donc, les 4 étapes qui sont toujours les mêmes sont l'observation, puis l'émotion-sentiment. On précise qu'on utilisera le terme de la CNV qui est celui du sentiment. On ne rentre pas dans les détails pour différencier les deux quand on participe au PPR. Le besoin et enfin la demande ou stratégie. Alors s'agissant de l'étape 1 en CNV, donc l'observation, est à distinguer de l'interprétation. L'enjeu étant que la personne se concentre sur les faits qui est l'objet du litige et non les généralités. On parle dans les 5 premières séances de conviction propice au délit ou les reproches. Il s'agit donc ici de poursuivre le travail sur les pensées nuisibles évoquées par Céline et Monia avant. Les participants n'ont pas rencontré de difficultés pour ces exercices.
Les étapes 2 et 3 portent sur les sentiments, déjà travaillés lors de la séance 4 sur le mécanisme émotionnel, et nous introduisons la notion centrale en CNV de besoin, ce qui est important pour la personne, qui donne du sens et de la sécurité à sa vie. Et nous expliquons l'idée centrale de la CNV, l'autre n'est pas responsable de mes sentiments ou de mes besoins. Si j'éprouve tel ou tel sentiment, c'est que mes besoins ne sont pas satisfaits et moi seul suis responsable de mes besoins. Enfin, s'il est important de chercher à satisfaire ses besoins, ils ne peuvent jamais l'être au détriment de ceux des autres. Les enjeux de ces étapes sont importants pour les auteurs de violences conjugales, car d'une part, elles peuvent les aider à interpréter autrement leurs frustrations, au lieu par exemple de rendre responsable leur conjointe, et d'autre part, à mieux identifier et verbaliser leurs émotions, et surtout, les besoins insatisfaits qui sont derrière. Ce n'est plus à cause de l'autre ou des idées qu'ils ont sur l'autre qu'ils sont en colère, mais parce que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Si la plupart des participants ont progressivement compris au cours des séances 5 à 7, grâce aux exemples concrets proposés par Marshall Rosenberg, certains participants ont eu besoin de la séance 8 avec la danse en CNV. Ce sont des dalles qu'on dispose au sol qui correspondent aux différentes étapes de la CNV. Et les participants se déplacent en fonction du cheminement de leur pensée pour mieux comprendre le processus de la CNV. Ainsi, si Patrick, prénom modifié, nous a indiqué lors des séances 5 à 7 avoir beaucoup de mal à comprendre le lien sentiment et besoin, à l'issue de la séance 8, il a réussi à identifier la responsabilité de ses sentiments. À cette étape des besoins, des participants ont fait aussi l'expérience de la difficulté, non seulement à identifier ces besoins, mais aussi de les coordonner entre eux. La CNV parle alors de médiation des parts intérieures, une sorte de négociation intérieure. Enfin, l'étape 4 permet d'aborder la question de la demande ou de la stratégie envisagée par la personne pour satisfaire son ou ses besoins. En termes de prévention de la récidive, il s'agit pour les participants de distinguer la demande de l'exigence. Et entendre un non à ma demande, ce n'est pas entendre un non à moi ou à mes besoins. C'est l'idée centrale qu'on évoquait tout à l'heure de la CNV. Je suis responsable de mes besoins. Ces épisodes où un non est adressé à l'auteur sont des épisodes à risque, car si la personne entend un non à lui et non à ses besoins, cela peut raviver la peur d'abandon dont on parlait tout à l'heure. Nous pourrions même parler d'un sentiment encore plus fort que la peur selon la CNV, qui est celui de la honte, qui est notamment lié en CNV à deux besoins vitaux, celui de l'appartenance et à celui de l'intégrité. Ainsi, nous proposons un exercice aux participants pour gérer au mieux une dispute, se préparer à recevoir un non et dialogue après un non, afin qu'ils puissent développer leur capacité de négociation, capacité qui implique elle-même que les participants développent une autre capacité, celle de l'empathie. Quand la personne me dit non, est-ce que j'entends un oui à ses besoins à elle ? Les exercices préalables sur l'auto-empathie, sur la médiation des parts intérieures ou encore sur la disponibilité intérieure nous aidant à introduire ces capacités fondamentales. Si à l'occasion de cet exercice, un participant a réussi à identifier ses besoins, il a dans un premier temps été plus en difficulté pour identifier ceux de sa compagne. Elle n'en a pas. C'est verbatim. Dans un second temps, après 2 séances en revanche, c'est le même participant qui a exprimé son souhait de poursuivre le travail à partir de la CNV et éventuellement avec sa compagne. Un autre participant a expliqué que la découverte de la CNV l'avait aidé à mieux comprendre son épouse et à devenir aussi un homme meilleur. À l'issue de ces 5 séances de CNV, et compte tenu de la densité de la CNV, nous remettons des documents de synthèse, notamment un intitulé « La CNV pour éviter quelques pièges », et les 2 pièges notamment, les reproches et les exigences. Ainsi, ces 5 séances de découverte de la CNV permettent aux participants étant dans une remise en question authentique de disposer d'outils de communication pour sortir de l'impasse de la violence dans laquelle ils pensent être ou pour éviter d'y arriver. Et pour les participants n'étant pas encore dans une remise en question aussi importante, la CNV peut les aider dans une approche orientée vers les solutions, susceptible d'être plus motivante car moins stigmatisante, à prendre quand même conscience des 8 caractéristiques des auteurs de violences conjugales. À titre de conclusion, et pour synthétiser... Alors, je vais le sortir quand même.
Et pour synthétiser le chemin que Céline, Monia et moi-même parcourons avec les personnes et donc avec vous aujourd'hui, je vous présente succinctement la boussole de la honte et de la vulnérabilité, document que Jean-Luc Sost, formateur certifié en CNV, nous a autorisé à vous présenter très rapidement aujourd'hui. La vulnérabilité que vous voyez au centre est la destination vers laquelle nous invitons les participants à tendre. C'est celle des besoins. Le terme parfois vulnérabilité est compliqué pour nos participants, dont la personne prend peu à peu la responsabilité. Les 4 écueils possibles que vous voyez en haut, c'est la toute-puissance, ou en bas, que vous voyez en bas, toute-puissance, ou à l'inverse, l'abandon. Et à gauche, vous voyez, à droite, pour vous, c'est voilà, culpabilité, j'ai tort, et colère, j'ai raison, que l'on retrouve au moment du passage à l'acte. Il ne s'agit pas de dire que ces écueils sont systématiquement évitables, et ils sont même parfois nécessaires, comme la culpabilité, mais il s'agit de repérer qu'il peut y avoir une autre grille de lecture, notamment dans leur relation de couple, que celle de la puissance ou de la raison, c'est celle de la satisfaction mutuelle des besoins. Mais pour tendre le plus possible vers la vulnérabilité ou celle de leur compagne, la personne devra aller au-delà du sentiment de honte qu'il pourra ressentir dans 2 cas, notamment, si l'autre dit non à sa demande, cela ne remet pas en cause son besoin d'appartenance. Et si la personne dit non, cela ne remet pas en cause son besoin d'intégrité. Afin que les participants aient une meilleure estime d'eux, en tant qu'hommes responsables de leurs besoins, en capacité d'entendre les besoins de leur compagne. Nous vous remercions. Merci énormément pour la richesse de ces éléments. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre en dialogue ces expériences, ces pratiques avec celles du SPIP de Lyon et ensuite de prendre les questions. Donc, on continue avec les pratiques et les expériences au SPIP de Lyon avec Benoît Richard, Sophia Mafoud, j'espère pas mal prononcer, et Thibaut de Carsin, qui vont nous partager leurs expériences. Et je donne le micro à qui ? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Benoît Richard, je suis CEPIP depuis plus de 25 ans. Au début de ma carrière, il n'y avait pratiquement pas d'auteurs de violences conjugales. Aujourd'hui, la plupart des CEPIP vous diront qu'ils ont l'impression de n'avoir plus que ça dans leur service. Assurément, la charge mentale est forte avec les vifs, comme on les appelle dans notre jargon. Il est clair qu'ils peuvent nous accompagner longtemps, avant, pendant et après les entretiens. Alors, quelques chiffres pour le SPIP de Lyon. Au total, il y a 4217 personnes placées sous main de justice, suivies par 55,3 CEPIP équivalent temps plein. Donc, il y a un ratio de 77 PPSMJ par CEPIP. Et donc, sur les 4217 PPSMJ, il y a 845 vifs. Donc, en moyenne, les CEPIP lyonnais ont 20% de dossiers vifs. Et à Lyon, effectivement, il y a écrit vif en gros sur tous les dossiers. Alors évidemment, il y a plus de vifs dans les grandes villes, donc dans l'ordre Lyon, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Saint-Priest, Bron, Givors, Rieux-la-Prèpe. Mais bon, même les CEPIP qui ont les secteurs ruraux n'y échappent pas. Comme tous les CEPIP, je suis chargé de prévenir la récidive et je rencontre habituellement les PPSMJ en entretien individuel. Seulement, ces entretiens peuvent parfois connaître leurs limites et tourner en rond du fait de la forte résistance des vifs. C'est pourquoi notre service a, depuis une bonne dizaine d'années, mis en place des programmes de prévention de la récidive pour proposer à ce public particulier une autre prise en charge, comme on l'avait fait à l'origine pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Alors pour ma part, j'ai participé à l'animation de 6 PPR depuis l'automne 2019. Alors évidemment, on a été freiné par le Covid-19, mais donc en 3 ans, 63 candidats ont été retenus, donc sur 6 PPR, et 50 sont allés au bout du programme. De manière plus théorique, le PPR, c'est quoi ? Le PPR consiste à réunir un groupe de personnes. Il s'agit de s'appuyer sur la dynamique du groupe et sur l'utilisation d'outils pédagogiques pour faire réfléchir les participants aux conséquences de leur conduite, les amener à mieux se connaître et leur donner la possibilité d'adapter leur comportement aux règles de vie en société.
À Lyon, en général, nos groupes sont composés d'une dizaine de participants. On a une dizaine de séances. Alors on les fait soit une semaine, soit 10 fois de suite, 10 semaines de suite, soit une semaine sur 2. On a déjà essayé des groupes de 2 heures avec une pause ou des groupes d'1 heure et demie sans pause. Mais bon, quel que soit le choix opéré, la méthode utilisée est toujours à visée éducative et s'appuie sur différentes approches de sciences humaines. Par exemple, l'approche cognitivo-comportementale. Cognitive parce qu'elle vise à faire prendre conscience aux participants de l'écart existant entre leur pensée et la réalité. Comportementale en ce qu'elle recherche une modification du comportement par l'apprentissage et non par l'exploration des causes profondes comme en thérapie. Et on s'appuie également sur l'approche motivationnelle. Alors là, je vais très rapidement vous présenter les 10 séances sans entrer dans le détail. Donc la première séance, c'est la présentation et la sécurisation du groupe. C'est surtout une séance qui est consacrée pour les participants. C'est vraiment le moment où ils peuvent vider leur sac. Et c'est sûr que dans ces cas-là, la justice et les femmes peuvent entendre des choses difficiles. La deuxième séance, alors évidemment, on note précisément tout ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils auront renvoyé essentiellement à la première séance qui constituera notre PPR pour les séances futures. Mais en général, on attaque quand même la deuxième séance sur le féminisme. Le thème, c'est « La société a changé, l'intervention de la loi dans la sphère privée ». Alors là, on essaye de faire ça sous forme de jeu, sous forme de quiz. Et l'idée, c'est de leur montrer que, contrairement à ce qu'ils pensent, le droit des femmes n'est pas au-dessus du droit des hommes, mais qu'en réalité, alors on part de bas, on part même de l'époque où on a pu connaître l'esclavage, on leur montre que petit à petit, le droit des hommes a progressé et que le droit des femmes n'a fait qu'essayer de rattraper le retard. Je ne vous dis pas qu'on arrive à les convaincre tout de suite. La séance 3, on parle essentiellement de la violence, parce qu'évidemment, on essaye de dépasser l'idée que ce ne serait qu'une simple bousculade ou une unique gifle donnée. Donc évidemment, on parle des différentes formes de violence, mais c'est aussi pour les auteurs l'occasion de parler des violences qu'ils ont subies eux-mêmes. Et en fait, la très grande majorité des gens qui suivent ces programmes ont été fortement violentés enfants. La quatrième séance est la transmission sociale de la violence. Là, on a des petits outils vidéo et la célèbre expérience de Bandura notamment. La cinquième séance est les stéréotypes et les préjugés hommes-femmes et mon idéal de fonctionnement du couple. La sixième, on parle de l'expression des émotions et on fait un focus sur la colère. Et on vous parlera tout à l'heure d'ailleurs du vase de la colère. À partir de la 6e, 7e séance, le groupe est constitué, les gens échangent assez facilement. Et si on essaye, à partir de la 7e séance, de parler des sources du conflit, on essaye aussi et surtout de s'orienter sur le mode de résolution. En fait, beaucoup viennent pour trouver des trucs, ils ont besoin de solutions. Et donc c'est pour ça que les dernières séances, on parle essentiellement de la communication dans le couple et on parle de la communication non violente comme Bourgoin-Jallieu. Et donc la dernière séance, c'est un bilan. Voilà, je passe la parole à Sophia. Bonjour à tous. Alors moi je vais revenir un tout petit peu du coup en arrière avant que commence le PPR, avant qu'on aborde tous ces thèmes en ce qui concerne la phase de sélection et de recrutement. Puisque avant que débute donc le programme de prévention de la récidive, plusieurs étapes sont nécessaires afin de former le groupe de participants. Donc pour ce faire, nous animateurs, nous allons étudier les orientations adressées au préalable par les collègues CEPIP. Une fiche d'orientation est prévue dans chaque dossier pour proposer la candidature des personnes placées sous main de justice donc à un groupe de parole. Puisqu'à Lyon, il est proposé plusieurs groupes de parole en fonction des infractions commises. Donc cette fiche d'orientation, elle permet de connaître les informations administratives, familiales et pénales de la personne, ainsi que son positionnement vis-à-vis des faits et les observations diverses que le CPI préférent aura pu faire. Donc à l'appui de ces orientations, les candidats vont être convoqués par les animateurs, accompagnés parfois du psychologue qui va nous permettre d'avoir un éclairage ou un double regard sur la personne.
Et suite à cet entretien, donc une commission a lieu entre nous, animateurs, et le psychologue pour sélectionner les futurs participants. Donc on va tenir là compte du risque de récidive, également du besoin et de la réceptivité des personnes. Et la volonté également, pour nous, c'est d'harmoniser le groupe pour qu'il fonctionne. Malgré cela, on a parfois des surprises, même si on essaye de faire au mieux pour que le groupe puisse avancer sereinement. C'est pas toujours évident, sachant qu'il y a quand même beaucoup de candidats et de plus en plus qui sont recrutés par rapport à l'obligation de stage à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leurs mesures, puisque maintenant, de plus en plus, il y a l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation qui peut être fait soit avec une association à Lyon, le SCJE, mais qui est payant, soit du coup au SPIP, et dans ce cas-là, c'est plus long, puisque le SCJE le propose sur une journée, quand nous, on le propose pour l'instant sur 10 séances. Donc parfois, on a quelques surprises au niveau des groupes avec des personnalités très fortes qui rendent un peu compliqué le déroulement des séances. Alors on peut par contre aussi, à l'inverse, souligner qu'il y a des personnes qui sont volontaires, il y a des candidats complètement volontaires qui sont d'ailleurs pas obligés de le faire et qui sont tout à fait enclins à participer à ce genre de programme. Je vais rendre la parole à Benoît qui va vous expliquer un petit peu comment se passe l'animation concrètement, avec quels outils on utilise. Alors effectivement, on a choisi juste de cibler quelques outils, et principalement des outils qui fonctionnent. On a choisi de retenir seulement quelques outils, ceux qui en fait fonctionnent le mieux. Alors il y a le très classique vase de la colère. Bon, tout le monde connaît la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On utilise cette métaphore pour comprendre le fonctionnement de notre appareil psychique et des seuils de saturation, et ensuite on identifie des stratégies d'évitement de la violence interne et externe. Alors de manière très très simple, en réalité, on a un paperboard, on dessine un vase vide et on demande aux participants par exemple de décrire une journée type. Alors de la sonnerie du réveil après une mauvaise nuit, au café renversé sur soi au petit déjeuner, le retard du bus pour se rendre au travail, l'engueulade reçue par le patron, etc. En fait, tous ces événements négatifs viennent petit à petit remplir le vase, potentiellement jusqu'au débordement. Et là, il y a l'explosion de la colère, voire les violences. Et donc sur ce vase aussi, on fait toujours dessiner un robinet qui permet de faire s'écouler le trop-plein et qui représente ce qui peut soulager, apaiser, calmer. Exemple, on peut se voir offrir un café au travail ou un collègue peut nous proposer de nous aider à rattraper le retard pris. Là, les participants comprennent que chacun a son propre vase psychique qui se remplit plus ou moins rapidement. Le seuil de frustration est différent pour chacun. Mais surtout, une fois que les participants ont dessiné leur vase, on leur fait dessiner en face le vase de leur femme et le vase des enfants. Les participants réalisent que le vase vient interagir avec le vase des personnes qui les entourent. C'est le principe des vases communicants dans nos relations. Ceci invite les participants à mieux analyser ce qui se passe en eux et à prendre en considération l'appareil psychique de l'autre. En fait, ça marche bien parce que c'est tout simple. Ça se comprend très facilement et c'est visuel. Et les gens le mémorisent toujours parfaitement et c'est souvent ce qu'ils nous renvoient dans les séances bilan sur notamment les 6 PPR auxquels j'ai participé. Alors, autre outil utilisé lors du PPR, c'est le tableau de bord de la voiture et le jeu de rôle. Ces outils sont des facilitateurs qui permettent aux personnes donc, de mieux intégrer certains concepts et informations. Donc, en effet, pour ce qui est du tableau de bord, c'est une image qu'on a utilisée pour expliquer le rôle des émotions, des sensations et des comportements qui peuvent en découler. Donc, tout comme lorsque nous sommes en voiture, on a parfois des voyants qui s'allument et nous devons en tenir compte si nous souhaitons que la situation ne dégénère pas. De la même façon, il faut essayer d'être attentif et de prendre conscience donc, du signal d'alerte afin d'agir dans le but d'éviter la catastrophe et, si possible, de régler rapidement les pannes signalées. Ce qui signifie donc que ce soit personnellement ou dans la vie de couple, que s'il y a des signaux négatifs, il ne faut pas les ignorer et plutôt essayer d'adopter un comportement qui vise à sécuriser la situation
ou à régler le problème avant que ça s'aggrave et donc qu'il y ait la panne. Donc, comme en voiture, il conviendrait de s'arrêter s'il y a des signaux au rouge. Dans la vie de couple, si les choses commencent à dégénérer et qu'on ne trouve pas de solution, il vaut mieux quitter temporairement le véhicule et éventuellement aller chercher de l'aide plutôt que d'arriver au point de non-retour. Quant au jeu de rôle, donc l'idée, ça a été de jouer une scène conflictuelle donc dans un couple, scène tirée d'une histoire qui a été réellement vécue par l'un des participants qui accepte de nous la raconter. Donc ça permet aux autres de vivre la scène, puis ensuite on l'analyse ensemble et on essaye de voir ensemble comment faire en sorte, lorsque les disputes s'enveniment, de faire redescendre la tension et de gérer, voire de régler le conflit. On retrouve chez les vifs des difficultés à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, surtout à l'intérieur d'eux, de verbaliser et de mentaliser. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que quelles que soient finalement les situations, ils s'y retrouvent tous. C'est généralement des disputes qui partent de pas grand-chose et qui montent. Donc on décortique ça avec eux pour essayer de voir à quel moment on aurait pu essayer de le gérer pour éviter que ça dégénère. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Decarsin Thibault. Pour que vous puissiez me situer, je travaille depuis 2 ans au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Rhône en tant que psychologue. Ma mission première, c'est d'aider les conseillers pénitentiaires dans leurs actions, donc dans le suivi individuel, mais aussi dans les actions collectives, donc pour le PPR, les programmes de prévention de la récidive. Lors du PPR qui a été présenté là, qui était animé par Sophia, Benoît et Saïda Zoglami, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, on a eu des temps de travail. Moi, j'ai participé avec eux à organiser des temps d'échange après chacune des séances. Donc on pourrait appeler ces temps d'échange des briefings ou des débriefings. Ça permettait aux animateurs de partager des informations et aussi de croiser des regards. Par exemple, ils pouvaient partager des informations sur qui était présent ou la ponctualité des participants. Au niveau des informations, des éléments qui étaient partagés, et on évoquait des éléments qu'ils avaient pu percevoir de l'attitude des participants dans le groupe, en fonction des thématiques, en fonction des sujets qui étaient évoqués. On pouvait aussi parler de leur comportement, de leur mode de communication entre eux et avec les animateurs. Et il y avait des éléments qui étaient rapportés, qui pouvaient nous donner à comprendre ou à voir leur représentation, la représentation des participants sur la violence, le couple ou la femme. Et ces débriefings, en fait, ils permettaient de veiller à la progression du groupe et de chaque individu qui le compose pour qu'on puisse nous ajuster l'intervention d'une séance à une autre. Mon rôle dans ce dispositif, il est d'être une sorte de boîte à outils, j'aime bien l'appeler comme ça, pour ces PIP, c'est de leur donner des techniques, des méthodes, en fait, qui les aident pour les séances, qui peuvent mobiliser pendant les séances. En fonction des sujets qui sont évoqués lors des débriefings, je pouvais aussi avoir un rôle de superviseur ou de médiateur avec les animateurs. Le but étant ici d'apporter un regard extérieur, d'essayer d'un peu objectiver leur expérience pour les guider les professionnels dans la rencontre avec le groupe et avec les autres, avec les participants. C'est important en tout cas de prendre le temps de vérifier ce qui se passe pour les animateurs. C'était aussi pour nous important de prendre le temps de voir ce qui se passait pour les participants. Et pour ça, pour le PPR qu'on a présenté aujourd'hui, on a fait le choix d'interroger les participants au terme du groupe afin de recueillir leur avis sur l'action collective. On a utilisé pour ça un questionnaire qu'on a essayé d'anonymiser, à compléter individuellement afin d'évaluer l'expérience qu'ils ont eue dans le groupe. On les a questionnés pour savoir s'ils se sont sentis à l'aise, s'ils se sont sentis respectés et aussi écoutés par les autres participants et par les animateurs. Et on a essayé de recueillir l'intérêt qu'ils ont pu porter aux thématiques et aux outils, par exemple, qu'on a mobilisés. Ça a permis de pointer du doigt certains points forts et points faibles de notre action,
Et puis ça nous a permis d'avoir des éléments pour essayer d'évaluer ce qui serait à changer, à modifier ou à ajuster pour le prochain PPR. En conclusion, comme vous l'aurez sûrement deviné, on a la volonté de proposer un dispositif de qualité pour intervenir auprès des auteurs de violences conjugales. De notre point de vue, l'action collective, elle a son intérêt par le fait qu'elle vient combler ou compléter les limites de l'entretien individuel. Bien que la prise en charge individuelle soit un incontournable de l'action du SPIP, ça ne permet pas toujours de travailler efficacement autour de la prévention de la récidive. Par exemple, la personne, elle peut être sur la défensive lorsqu'on lui demande de parler d'elle, de son couple, de son expérience de la violence. Les entretiens en individuel peuvent être parasités par des problématiques liées à la situation sociale et judiciaire de la personne. En suivi individuel, le CPIP il peut être perçu et investi uniquement à travers son rôle d'obligation, de contrôle d'obligation, ce qui limite souvent l'alliance de travail, comme on a vu tout à l'heure, et ce qui rend compliqué l'entrée en relation. Le PPR, ça implique directement les participants et les animateurs sur des sujets qui constituent les déterminants de la désistance. Ça facilite aussi la mise en place d'une relation permettant d'évoquer ces sujets. Dans ce dispositif, les participants ils sont plus seuls à devoir parler de leurs difficultés et de leur expérience. Dans ce dispositif, les animateurs ils sont plus seuls à devoir... Dans le dispositif, les animateurs ils sont plus seuls à devoir conduire et vivre l'action de prévention. Malgré tous les aspects positifs qu'on a pu relever à travers notre expérience et nos observations, on constate quand même certaines limites qui sont importantes à pointer. On peut voir par rapport aux chiffres que ça concerne finalement que très peu d'auteurs de violences conjugales concernés par notre service. Et il nous manque une vision extérieure et experte pour évaluer notre action. Voilà, j'espère que notre présentation vous aura permis d'avoir une juste perception de là où on en est et de ce qui reste à faire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre les questions sur ces deux types de pratiques et donc aussi de partager vos retours d'expérience éventuellement. Ils sont là et là pour vous répondre. Et il y a un micro qui va circuler tout de suite. En fait, on n'aura pas assez de place, mais je pense qu'ils se mettront debout peut-être. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Alors, on va vous donner la parole tout de suite, mais je commence en tant que femme. Et on vous la donne tout de suite. Simplement, sur la fin de ce retour, cette logique d'un peu de supervision aussi pour prendre du recul sur l'expérience, autant pour vous que pour les personnes placées sous main de justice, est-ce que c'est aussi pratiqué et est-ce qu'il y a ce temps de la réflexion aussi, parce qu'on est beaucoup dans l'action et dans le quotidien. Est-ce que vous arrivez à prendre ce temps, vous aussi ? Oui ? Et c'est prévu dans les dispositifs ? D'accord. Oui, alors ça fait partie du temps de travail que les CPIP prennent pour avoir ce regard sur le groupe, la progression, sur les personnes aussi. Donc il y avait cet aspect de comment les personnes évoluent aussi individuellement entre le début, le milieu, la fin. Voilà, qu'est-ce qui aussi entre les PPR et modifié, adapté, voilà. Et aussi les implications institutionnelles, personnelles de qu'est-ce que ça prend en fait de faire ce groupe-là dans la pratique du CPIP entre les multiples tâches, multiplicité, voilà, des investissements, tout ça. Donc voilà, un moment important à mon sens et qui est sollicité de façon régulière, quoi. Merci.
Oui, ce qu'on disait, c'était on faisait des séances de débriefing entre chaque séance de groupe, et une fois sur deux, on le fait en supervision avec Lilou, et l'autre fois, on le fait en binôme, simplement voilà, de cette manière-là. Mais effectivement, l'accompagnement du psy, du SPIP est indispensable, effectivement. C'était du coup plutôt des remarques. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Je suis content qu'il y ait des psychologues du coup qui interviennent. Et franchement, ça, du coup, c'était par rapport. Il y avait une question sur l'espoir dans une précédente présentation. Je trouve que là, ça donne beaucoup d'espoir. Moi, j'adore la communication non violente, donc je suis complètement biaisé, mais la première, du coup, m'attire énormément. Ça a l'air vraiment génial. Et du coup, j'ai envie de la mettre en place. Je ne sais pas si c'est possible de récupérer tout votre disque dur. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. C'est super. Ça m'a apporté beaucoup. En fait, ce qui est intéressant par rapport à la CNV, c'est que c'est tout écrit, en fait. Ceux qui connaissent Denis Lafortune, c'est un peu l'esprit anglo-saxon de tout écrire, les exercices. Et nous, par honnêteté, en fait, on fait que les extraits de Rosenberg. Donc oui, on peut les diffuser, mais en fait, ce sont des ouvrages qui sont déjà disponibles. Et notamment, je pense à Lucie Leu, l'élève de Marshall Rosenberg, qui, elle, pour la petite histoire, fait des interventions en détention. Alors, à l'époque, je ne sais plus où ça en est maintenant, aux États-Unis. Donc, en fait, ça va même assez loin parce que c'est un co-détenu, souvent, qui va co-animer avec elle. Donc, ça aussi, c'est une perspective qui avait été évoquée tout à l'heure. Mais oui, nous, en fait, volontairement, on n'invente rien pour respecter les codes, on va dire, de la CNV. Voilà, donc c'est à disposition, mais... Allez-y, madame. Bonjour et merci pour vos interventions. On a beaucoup parlé en fait des difficultés d'expression de sentiments, d'émotions des auteurs. Vous avez évoqué toutes les pistes et les stratégies qu'on peut mettre en place, les exercices qu'on peut pratiquer. Je me demandais si vous étiez en lien avec des associations, par exemple comme théâtrales, pour exprimer justement par des gestes, par des mises en scène, les émotions des auteurs. Alors à Lyon, pas encore. Justement, là, on est en train de revoir un petit peu tout le PPR. On l'a mis en stand-by depuis maintenant quelques mois pour l'ouvrir justement à des intervenants extérieurs en tout genre. D'ailleurs, nous, il y avait l'idée de faire intervenir des comédiens professionnels, mais pas que. Et effectivement, ce sera un plus parce qu'on a nos limites aussi et notre formation ne nous permet pas forcément d'être aussi pertinent que pourrait l'être un professionnel dans le jeu d'acteur, clairement. Vous voulez compléter Après, c'était pour le théâtre. En fait, il y a, alors si je ne me trompe pas, mais j'en ai entendu parler, à Lyon, il y a eu une intervention, et elle a, au niveau départemental aussi, d'un intervenant qui fait une action de psychodrame. Et il y a d'autres groupes d'action collective sur le SPIP de Lyon qui vont toucher par exemple les habilités sociales ou des thématiques où on va travailler sur les émotions et qui vont mobiliser des mises en scène et des outils proposés par cet intervenant. Je pourrais me renseigner éventuellement pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet-là. Bonjour, j'ai 3 questions. Pour le SPIP de Bourgoin, vous dites qu'en 2021, vous avez arrêté parce que 3 sur 5 participants ont trouvé un travail. Alors comment vous avez fait pour les 2 autres? Qu'est-ce qui a été mis en place parce qu'eux, ils étaient présents? Ensuite, pour Lyon, je crois que le stage
l'action co, vos stages de responsabilisation. Donc je voulais savoir comment est-ce que ça avait été vu avec les juridictions. Et ensuite, ça c'est plutôt pour les 2 SPIP. Quid de la personne qui ne vient pas? Est-ce que en rapport d'incident ou alors sur la base du volontariat, comment est-ce que vous avez fait pour mettre ça en place? Merci. Allô, ouais. J'ai le micro, donc peut-être je vais répondre à la dernière question par rapport à l'obligation. Alors c'est le SPIP qui décide de le type de prise en charge. Par exemple, si on décide qu'une personne, on veut vraiment l'intégrer on pense que c'est vraiment important de l'intégrer sur un groupe, c'est nous qui décidons en fait les modalités du suivi, si je me trompe pas. Enfin, si vous pouvez me corriger. Après, ça dépend aussi de la vision des professionnels, de leur vision métier. Des animateurs vont décider de vraiment essayer de recueillir la motivation de la personne parce que ça facilite l'adhésion, parce que ça facilite énormément en fait la participation au groupe et la dynamique de groupe en fait. Dans certains autres groupes, on prend moins il y a peut-être par d'autres biais, on va essayer d'avoir l'adhésion. Pour le PPR qu'on a fait, les personnes étaient adhérées. Mais il y avait aussi cette facilité-là d'adhésion avec le besoin de remplir l'obligation de stage. Sur les absences, peut-être. Mais en tout cas, pour les absences, oui, nous, on leur dit dès le départ, en fait, quand on énonce les règles lors de la première séance, on leur dit qu'ils ont droit à 2 séances justifiées. 2 absences, excusez-moi. 2 absences justifiées. Donc, s'ils s'absentent et qu'ils en justifient, ils ne sont pas exclus du groupe. A contrario, s'ils sont absents et qu'il n'y a rien qui justifie leur absence, ils sont exclus. Et on peut les positionner du coup sur le groupe d'après. Ils redoublent, comme on le dit à Lyon. Donc ils le savent dès le départ. Et alors effectivement, pour ceux qui ont l'obligation, qui ont l'obligation d'accomplir le stage de responsabilisation, la question se pose moins, ils viennent. Généralement parce qu'ils savent que sinon ils vont devoir payer ou recommencer. Bon, pour les autres. Alors on n'a quand même pas trop d'abandon. Notamment sur le dernier PPR, je crois qu'on n'en a eu aucun, 10 sur 10. Tout le monde était là du début à la fin. Voilà, comment ça a été vu avec les magistrats? Alors, ça a été validé parce que c'est, j'allais dire, une alternative malgré toute qualité, même si c'est pas encore ouvert à d'autres professionnels, etc. Mais malgré ça, on s'est quand même penché dessus. Puis ça existe depuis un certain nombre d'années à Lyon, donc il y a un vrai travail qui est fait. Et donc là, on est en train de voir d'ailleurs pour un PPR qui serait plus court, sur 2 jours. Et les magistrats l'ont également validé à la réunion la semaine dernière. Donc sans trop de difficultés, en tout cas à Lyon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et après, je crois que c'est une question pour Bourgoin. C'est ça ? Oui, c'était pour les 2 qui restaient dans le groupe, c'est ça. En fait, c'était les 5 séances sur les solutions. Donc en fait, on a fait des séances individuelles de CNV. Ce qu'on fait de toute façon pour bon nombre de personnes en individuel, donc ça a été sous cette forme. Et puis les absents, Monia. Pour les absents, en fait, on fait une sorte de contrat moral avec chaque participant qui s'engage à venir à chaque séance. Effectivement, il y a un système d'absence justifié qui est toléré, mais c'est au-delà de 2 absences, on les exclut du groupe et il n'y a pas de report d'incident qui est faux magistrat, puisqu'ils viennent sur la base du volontariat. Sur la session 2, en fait, ce qui a été déterminant, c'est les heures de soirée. Pour nous, c'est le jour et la nuit. 7 participants, avant, on était à 3, 4, 5. Et c'est l'idée d'éviter qu'ils soient en train d'opposer leur capital social et leur capital humain. Et parce que souvent, on dit qu'il y a toutes les couches sociales qui sont concernées, mais globalement, en fait, c'est pas réellement ça. C'est souvent des personnes qui sont en précarité. Donc, si nous, on les oblige à venir, à prendre une demi-journée ou une journée, ça complique. Et on veut Parfois, c'est un peu le point principal de valorisation. Donc, on veut justement soutenir ça, mais ça implique des horaires de 17h30, 19h30. Et ils sont venus, on a vraiment... c'est là où on a eu le plus de personnes pour l'instant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je propose qu'on installe la... Ah, madame, vous voulez? Mireille, est-ce que tu peux donner la table? Vous pouvez relever la main, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très construit. Moi, j'avais une question. Est-il possible ou envisageable, c'est un peu en miroir avec ce qu'a posé comme question la jeune femme en bas, est-ce qu'il est possible ou envisageable d'intégrer le sport? Parce qu'on sait que c'est quand même un bon moyen aussi de gérer ses émotions et de faire sortir les émotions désagréables, comme vous parliez tout à l'heure. Donc voilà, et aussi c'est un moyen de voir un peu, de travailler le collectif, l'esprit de groupe. Enfin, est-ce que c'est possible de pouvoir travailler avec cet outil-là? Merci. Oui, il y a beaucoup de choses en fait qui pourraient être intégrées et il y a un programme d'ailleurs qui est en train de se développer de plus en plus, qui est en train de se développer, programme ADER, qui est un autre programme, qui vise pas forcément spécifiquement les auteurs de violences conjugales, mais qui vise aussi les mêmes déterminants de la récidive dans la violence. Et il y a intégré, alors moi j'ai pas suivi la formation, mais dans la discussion que j'ai pu avoir, je sais qu'il y a le sport qui est intégré, l'alimentation aussi qui est intégrée sur le programme. C'est des choses qui peuvent être travaillées avec les personnes. Et oui, je vous rejoins, ça pourrait être pertinent de l'intégrer pour les émotions. Bonjour. J'avais une question par rapport au stage de responsabilisation dans le cadre des ordonnances de protection. Est-ce que le JAF peut proposer, dans le cadre des ordonnances de protection, à ce que le défendeur suive un stage de responsabilisation? Donc c'est sur la base du volontariat, et s'il refuse, il y aurait une information qui serait donnée au procureur de la République. Je ne sais pas si à Lyon c'est une pratique qui se fait. Sur Grenoble, pour le moment, pas encore. Mais je me demande si c'est possible de le développer, sous quelle forme, et notamment au niveau des financements, etc. Comment ça fonctionne. Si jamais vous avez une demande d'une personne qui est orientée vers vous dans le cadre des ordonnances de protection JAF. Alors, on n'est pas très familier, en tout cas moi pour ma part, avec les ordonnances de protection. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un stage, il y avait des stages obligatoires dans ce cadre-là. Par la personne mise en cause? D'accord. C'est intéressant pour le coup. Alors je ne sais pas si le SCJE, qui est donc l'association qui propose le stage payant à Lyon, reçoit ce genre de personnes. Nous, à Lyon, non, puisque c'est uniquement des personnes suivies, condamnées avec l'obligation, ou alors c'est des personnes suivies mais qui sont suivies pour une mesure, mais on n'a pas de personnes orientées dans le cadre de ces ordonnances, non, pas encore en tout cas. Bonjour, je me permets d'intervenir, je suis Mélanie Chavreau, je fais partie du SCJE. Voilà, donc pour répondre à votre question, effectivement c'est évoqué par le JAF et on a été saisi du coup par le JAF pour avoir cette possibilité-là, mais c'est encore pas mis en place. La seule fois où on a été saisi dans le cadre d'un JAF, d'une ordonnance de protection pour mettre en place un stage, la personne a refusé de le faire. Voilà, c'est la seule et unique fois. Donc c'est très compliqué à mettre en place, surtout qu'effectivement c'est sur proposition. Et après le signalement est fait au parquet si monsieur refuse cette proposition. Ouais. Très bien, on va reprendre s'il vous plaît donc sur cette table ronde sur les stages de responsabilisation avec Damba Fall, Amélie Darnan et Marie-Angelina Vincenti, donc du SPIP de Bourg-en-Bresse et de Roanne. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est avec plaisir que je participe à ce colloque. Je voudrais partager avec vous ce matin le programme de lutte contre la violence conjugale qu'on applique au SPIP de Roanne. Un mot préliminaire pour dire tout simplement que moi je pense que
le traitement ou bien la prise en charge des auteurs de violences conjugales à travers les stages de responsabilisation est une réponse apportée à la violence conjugale. Donc c'est un constat, c'est un postulat. Et le fait de le traiter à travers un colloque l'inscrit sur le champ des politiques publiques. Et c'est important parce que l'université, c'est un lieu de réflexion, d'élaboration, de recherche, mais aussi dans tous les domaines de la vie. De ce point de vue, c'est symbolique, parce qu'aujourd'hui, on est devant des étudiants, mais aussi devant des partenaires qui travaillent, qui collaborent pour essayer de comprendre cette problématique de la violence conjugale et d'y apporter une solution qui est adaptée. Et de ce point de vue, en préparant la communication, je ne sais pas si ça arrive ou pas, donc le programme de lutte contre la violence conjugale, à mon sens, il est nourri par la recherche et la pratique professionnelle. La recherche parce que j'ai pu penser à l'approche systémique. Ce qui est important, c'est comment on prend des concepts, on essaie de l'appliquer à une réalité professionnelle. L'approche systémique, l'adapter à l'environnement familial. Et donc, dans l'environnement familial, on a la famille, les enfants, le couple, l'entourage. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas quand il y a un acte qui a été posé et qui perturbe la structuration familiale. Et là aussi, on peut avoir des auteurs, des victimes, des auteurs-victimes, des victimes-auteurs, en fonction de ce qui a été perturbé. J'ai aussi pensé à l'approche fonctionnaliste de personnes. Et là, ça nous permet de travailler tout simplement les fonctions de socialisation, les fonctions de régulation et aussi de voir qu'est-ce qui arrive à cette famille qui est une institution reflet de la société. C'est-à-dire que toutefois, tous les jours, on assiste par exemple à des mariages. Moi, je n'ai jamais vu un mariage où, par exemple, le maire ou le prêtre ou l'église dit vous pouvez vous marier, après vous allez vous taper dessus ou pas. J'entends souvent que les époux se doivent fidélité, respect, assistance, mais aussi que la famille pourvoit à la sécurité matérielle ou morale des enfants. Ça veut dire quoi? Les articles 312 ou 313, je ne sais pas, du Code civil, invitent la structuration familiale à être un lieu de sécurité, un lieu de sérénité et non pas un lieu de perturbation. Et ce qui permet de dire que donc, quand un acte a été posé et que cet acte a été perturbant, le cadre judiciaire ou la société invite l'auteur à réfléchir et à travailler ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné, afin de trouver sa place dans la société. Et ce que nous mettons en place donc au SPIP de Roanne est nourri par cette recherche et une pratique professionnelle, parce que les conseils pénitentiaires que nous sommes, nous investissons plutôt des thématiques comme la parentalité, la conjugalité, la sphère familiale, et puis pour essayer de comprendre. Donc ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la société n'accepte plus les faits de violence conjugale ou bien ne l'a jamais accepté. Et donc comment faire pour prendre en charge ces auteurs en cas de déséquilibre. L'origine des stages donc, se trouve au niveau de l'article 135-45 alinéa 15, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire peut condamner des auteurs à faire un stage de sensibilisation et de responsabilisation. Et quand le mandat judiciaire ne mentionne pas ce stage, les services pénitentiaires d'insertion et de probation travaillent à identifier ce besoin afin d'orienter les auteurs vers des programmes de responsabilisation. Pourquoi ce que nous
dans quelle mesure le stage que nous appliquons au SPIP de Roanne est différent. Il est différent parce que je pense que c'est un stage, c'est un modèle de prise en charge qui est ouvert et non fermé. Ouvert et non fermé. Ouvert parce que tout simplement, il est constitué de modules, de plusieurs modules, à défaut de faire des programmes de prévention qui sont formés. Le premier module, c'est un module auteur. C'est un stage de 2 jours où les auteurs sont invités à réfléchir sur leur parcours de vie. On leur demande de se mettre à leur place d'auteur. Voilà. C'est un stage qui est co-animé par SOS Violence Conjugale. Et en tant que programme de service, tous les CPIP, nous sommes 5 CPIP à Roanne ou 6, tous les CPIP participent sur des temps sur des demi-journées. Donc ça permet de faire participer tous les CPIP à ce programme. Le deuxième module, c'est le module victime. Après avoir passé 2 jours de réflexion, c'est-à-dire à travailler les contextes, le rapport aux faits, les conséquences, la structuration familiale, les facteurs de risque, les conduites à risque, on peut entendre des discours de minimisation. Dans le module victime, ce qu'on demande aux personnes, c'est de se mettre à la place de la victime. La place de la victime, et non de se centrer sur leur propre histoire, mais pouvoir se projeter. Une manière de travailler l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que ressent cette victime? Et on le fait à travers des outils comme le visionnage de films. Donc ça se passe sur un après-midi où toute la réflexion qui est faite, c'est comment se mettre à la place de la victime. Il y a aussi un module judiciaire. Module judiciaire qui s'interroge sur la chaîne pénale et le sens de la peine. Parce que le plus souvent, les auteurs viennent et ne comprennent pas la condamnation. Ils ne savent pas pourquoi on les a condamnés, pourquoi le magistrat les a condamnés de cette manière ou pas. Et donc, le but, c'est pour la première fois d'amener des auteurs dans un tribunal où il n'y a pas d'audience, il n'y a rien, comme des citoyens, comme des stages, comme des écoliers qui découvrent un tribunal. Donc, ça se passe sur une journée où là, il y a le juge de l'application des peines qui reçoit les auteurs, et le parquet aussi, le procureur de la République, ou bien le substitut du procureur, et inviter aussi les médecins légistes en tant qu'experts qui viennent réfléchir sur les traumatismes, mais aussi la question de l'ITT, et comment on matérialise tout ça. Et donc, il y a une visite du tribunal le matin où le magistrat explique, montre comment les décisions sont prises en visitant, par exemple, tout le circuit de la chaîne pénale. Et dans l'après-midi, on fait une table ronde où les auteurs réfléchissent, mais à distance de leur situation individuelle, pour permettre de comprendre quels sont les éléments constitutifs de l'infraction, quelles sont les évolutions législatives et qu'est-ce que la société, ou bien tout simplement le cadre judiciaire, attend d'eux. Et le 4e module, c'est le module parentalité et enfants. Ils sont parents et parfois souhaitent participer à leur vie de famille. Et ce module leur permet de revenir pour réfléchir à la fois sur les traumatismes de l'enfant, d'accord, et aussi sur le développement de l'enfant, aussi sur les conditions de résilience. Donc, il est important de se mettre aussi à la place de l'enfant. Qu'est-ce que le traumatisme peut apporter? Parce qu'inévitablement, on se rend compte qu'un enfant qui a été exposé à la violence conjugale ou bien à des déséquilibres, soit il développe des postures d'auteur ou bien des postures de victime. Donc, les sensibiliser, les responsabiliser sur les postures éducatives, donc c'est la finalité de ce module. Et il participe sur une journée, le juge des enfants et les psychologues du développement de l'enfant de l'hôpital de Roanne,
aussi les psychologues de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse, aussi les éducateurs aussi. Donc c'est pour essayer de traiter la tranche d'âge qui va de 0 à 12 ou bien aussi de 12 en tant que, pour prendre en compte les adolescents. Donc comment un parent qui a été condamné doit favoriser une posture de responsabilisation afin de traiter ce problème-là. Et le déroulement et le fonctionnement donc, de ces modules, on part très rapidement sur une évaluation que je qualifie d'ex-ante, c'est-à-dire qu'avant de mettre en place le module, on fait des évaluations, on identifie les besoins, on explique le cadre du stage, on rappelle des obligations si le mandat judiciaire prévoit une obligation particulière, ou bien une orientation, le besoin qui a été identifié par le conseil pénitentiaire afin de traiter la difficulté qui a été évoquée. Donc, avant chaque module, il y a le cadre du service qui vient expliquer, ouvrir les stages. Et puis, il y a aussi un critère, un questionnaire initial où, cette fois-ci, ce qu'on va essayer de traiter, c'est les postures d'individualisation. Si le stage est collectif, la peine est individuelle dans un premier temps. On essaie de ne pas s'enfermer dans un carcan qui fait qu'on dit que voilà, tout ce qui se dit va rester ici. Non, l'individualisation de la peine voulue nous invite à traiter de manière individuelle, par exemple, le questionnaire, afin de comprendre le positionnement par rapport aux faits, les conséquences, et de pouvoir le reprendre éventuellement, ultérieurement, dans le suivi individuel. Et après chaque module, on fait un bilan oral, un bilan écrit. Peut-être si on a le temps, je vous partagerai 2 bilans qui ont été faits par des auteurs. Et une évaluation post-ante qui permet de travailler les représentations, les réticences, les ambivalences, la réceptivité, l'homogénéité, les critères aussi de cohérence, afin de pouvoir l'intégrer dans le parcours d'exécution de la peine avec des axes de travail dans le suivi individuel. La spécificité de la prise en charge, je vais aller un peu vite. Donc, ce qu'on peut dire au niveau de la spécificité, c'est que c'est un programme qui prend en compte les attentes et les besoins. On a souvent entendu d'attentes, besoins, mais ce qui est important de souligner ici, c'est les besoins qui sont exprimés, besoins de responsabilisation, besoin de travailler les stratégies d'évitement, besoin aussi de dire dans un cadre du stage comment faire pour arrêter le circuit. On travaille parfois les facteurs de risque statique, les facteurs de risque dynamique et les facteurs de protection, mais aussi les attentes du cadre judiciaire, attentes de correction, attentes de responsabilisation, attentes de sensibilisation, attentes de travailler tout ce qui doit l'être pour reprendre une place satisfaisante au sein de la société. Et ce qui fait donc la spécificité de ce programme, c'est à la fois la diversité des acteurs et la diversité des outils. Un cadre qui soutient les projets qui sont impulsés par le Conseil pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce programme, je suis seul, mais quand je pousse la porte du cadre, il m'écoute, il me laisse, par exemple, la possibilité de travailler mon imagination à partir de mon parcours à la fois universitaire ou bien de l'expertise que je peux développer dans d'autres domaines de la vie. Et les CPIP qui s'approprient aussi de ce dispositif, l'associatif, les éducateurs, les psychologues, les magistrats, les médecins. Donc on a vraiment ce souci d'ouvrir les acteurs et de ne pas s'enfermer tout simplement avec des participants et un conseil pénitentiaire qui parlent le même langage. Et la diversité des outils, le miroir humain. Pourquoi le miroir humain? Parce que deux personnes qui se rencontrent,
et qui ont le souci de traiter des problématiques, nous considérons que chaque personne est le miroir de l'autre. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de voir dans le miroir de l'autre la bonne appréciation, la bonne représentation qui nous permette d'avancer. Le photolangage, le film, le conte aussi, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Aussi les paroles d'auteur. Pour terminer, 25% des personnes suivies pour des faits de violence conjugale dans les services, soit 122 personnes sur un effectif de 489. Et nous avons en perspective d'organiser un 5e module, ni auteur, ni victime. Parce qu'on se rend compte que les auteurs disent souvent qu'ils sont des victimes. Et donc, comment faire pour stopper le cycle de la violence? Comment faire pour leur reconnaître ce statut de victime tout en les invitant à adopter des postures de responsabilisation? Les victimes aussi, comment faire pour les sortir de cette situation? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas traiter le problème de la violence des auteurs sans pour autant traiter aussi le problème de la victime. Et en conclusion, je voudrais vous partager un petit texte que j'avais écrit. Et pourquoi? Parce que tout simplement, parfois, quand c'est regrettable, les victimes se retrouvent dans des cercueils. Et s'ils ne sont pas dans des cercueils, ils sont enfermés autrement. Alors c'est l'objet de ce texte de poésie que je voulais partager avec vous. Le poids du doute et de la honte les accable. Alors, ils dissimulent leurs pleurs. Emprisonnés, on peut même dire empoisonnés par cette peur, blessés et humiliés, elles s'obligent pourtant à cacher leur douleur. Souriantes par le passé, elles sont maintenant muselées et envahies par la peur, victimes d'un amour qui n'en montre pas les signes. Le regard a perdu toute sa lueur. Inconsciemment, elles s'effacent. Involontairement, disparaît de leur esprit l'idée même du bonheur. On ne les voit ni les entend. Elles pensent ne plus avoir droit à la douceur. Les larmes qu'elles versent en silence ne suffisent pas à exprimer tout ce qui pèse sur leur cœur. Et si nous les aidions et les accompagnions à retrouver le chemin des saveurs, nourries d'espoir, soutenues par nos mains tendues, elles prendront conscience de leur valeur. Comme des miroirs, invitons-les à renouer avec toutes les nuances des couleurs. En se libérant de leur peine, elles se réconcilieront avec les beautés qui font d'elles des fleurs. Soigner les mots par les mots, se relever. Il faut parfois du temps pour trouver d'autres repères, croire en soi et en ses rêves, et trouver la façon de s'extraire de la chrysalide d'hier. Ouvrir les perspectives en déployant ses ailes froissées pour s'envoler vers d'autres univers. Naissance ou renaissance. Pas de ligne à franchir, mais juste des papillons qui se libèrent. Jouant, virevoltant, mais qui se laissent enfin porter par le souffle léger de l'air. Une fois guéris, elles auront droit à un nouveau départ, celui de la reconstruction nécessaire. Gagnant en sérénité et en assurance, elles identifieront les injustices dont elles devront se défaire, à chaque femme son rythme. Le voyage peut être long, mais parfois rapide comme un éclair. La vie nous fait part de ses plus belles surprises, si nous savons affirmer nos limites sans les taire. Et si les histoires vécues n'étaient désormais plus que des sources de lumière. Soyons ensemble les acteurs d'une vie apaisée où l'amour ne rimera plus jamais avec la colère. Merci à vous. On a pu décentrer le regard hier avec la philosophie, puis l'histoire de l'art le soir, et maintenant la poésie grâce à vous. Je vous en remercie.
Nous allons passer maintenant à Mesdames Darnan et Vincenti pour l'expérience et les pratiques du SPIP de Bourg-en-Bresse. Et merci pour le SPIP de Roanne. Le stage, il a été pensé en 2 parties. On a 2 jours consécutifs et une demi-journée qui intervient 4 à 6 semaines après la première partie, afin un peu de voir si ce que les participants ont retenu du stage, voir s'ils ont aussi d'autres choses qui sont intéressées, donc, et puis voir s'ils ont pu mettre en place des outils dont on leur parle lors de la première partie, durant ce laps de temps. Alors, en fait, depuis janvier 2022, il y a 3 stages qui ont été réalisés sur le département de l'Ain. Depuis le premier stage qui s'est déroulé en février-mars 2022, il y a déjà eu des modifications. Au début, on avait pensé, donc un peu comme le SPIP de Bourgoin-Jallieu, partir sur une approche centrée sur la communication non violente. Et on a pris contact avec une médiatrice en communication non violente afin de travailler justement sur la communication au sein du couple. Cependant, lors du premier stage, on s'est vraiment rendu compte que les personnes auteurs, elles n'étaient pas dans une difficulté de communication, enfin, elles n'étaient pas encore à ce stade-là. Elles avaient plutôt une difficulté déjà à mettre des mots sur leurs émotions, à arriver à les gérer. Et de plus, l'intervenante, elle était plutôt orientée sur la communication non violente au sein du travail. Et elle avait du mal à parler, à intervenir auprès de personnes auteurs de violences conjugales. Donc elle avait du mal à parler de l'intimité et de la sphère du couple. Donc cette demi-journée sur la communication non violente, elle a été supprimée pour le second et le dernier stage, au profit d'une demi-journée sur la gestion des émotions dont on vous détaillera par la suite. Et de même, lors du premier stage, par rapport aux 2 autres stages, en fait, on a présenté le contenu de notre stage au parquet du Bourg-en-Bresse. Et ils sont montrés intéressés pour intervenir sur le stage, et notamment pour rappeler un peu la responsabilité pénale des personnes par rapport aux faits commis. Donc à partir du second stage, ils sont intervenus sur 1 heure, 1 heure et demie, dont on vous détaillera après, du coup, l'intervention. Donc pour le positionnement des personnes condamnées sur ce stage, donc on a une procédure de sélection c'est une procédure qu'on adopte pour tous les stages qui sont mis en place sur le SPIP de l'Ain, que ce soit sécurité routière, addiction, stage de citoyenneté, PPR. Donc on se réunit en commission, donc avec les personnes qui sont en charge du stage, la direction, et on reçoit tour à tour nos collègues qui viennent nous présenter leur dossier. Donc c'est une entrée sur ce stage qui est forcément une entrée par infraction. On va avoir des personnes donc, qui sont condamnées à des sursis probatoires, à un bracelet électronique, une semi-liberté, qui ont une libération conditionnelle, mais qui ont cette obligation d'exécuter le stage. Et puis, on a vu arriver sur notre service les peines de stage. Donc, on est saisi par le parquet des personnes condamnées à des peines de stage simples, donc sans mesure de probation, sans accompagnement par le SPIP. Ce qui est venu aussi modifier un peu notre procédure de sélection, parce qu'avant on positionnait des personnes qu'on avait en suivi, donc on connaissait déjà. Et là, on se retrouvait avec des personnes qui nous arrivaient comme ça, qui n'avaient pas eu les premiers entretiens, qui n'avaient pas de rapport d'évaluation. Donc, ça a changé aussi un peu notre manière d'aborder la sélection. Donc, on a quand même mis en place un entretien en binôme avec Marie-Angélina Vincenti et le CPIP qui est référent du secteur d'habitation de la personne. Donc, ce qui nous permet comme ça d'avoir quand même déjà une première vision de la personne, et puis ce qui permet aussi à la personne d'avoir des éléments sur ce stage auxquels elles vont participer. Sur le premier stage, pour les peines de stage, on ne l'avait pas fait.
Et ça nous a été un peu renvoyé par les participants qui ont expliqué qu'on leur a demandé de venir tel jour au SPIP, ils ne savaient pas pourquoi. Donc, quelque part, ça permet déjà en amont d'expliquer à la personne, de la rassurer aussi, et d'avoir aussi, nous, des éléments de connaissance pour la positionner. Sur ces commissions de sélection, donc, les collègues vont présenter donc, la situation d'une personne à un instant T. Donc, et on va essayer de voir déjà par rapport à leur situation familiale, parce que ça permet aussi des fois d'ajuster un peu les interventions. Est-ce qu'on a beaucoup de participants qui ont des enfants? Est-ce qu'on a beaucoup de participants qui vivent encore avec le conjoint victime? Donc ça permet aussi d'avoir ces éléments. Est-ce que parmi les participants, certains ont des obligations de soins également? L'objectif aussi, il est d'ouvrir ces stages aux personnes qui n'ont pas d'obligation de stage. Après, mais qui n'ont pas forcément vocation à rentrer dans un PPR, avec l'idée aussi, c'est une idée qu'on a beaucoup entendue, ces couples qui veulent se remettre ensemble, parce que c'est vrai qu'on a des mesures de probation, les interdictions de contact, de domicile, elles tiennent pour le temps de la mesure de probation, mais on a conscience que parfois, l'objectif à l'issue de la mesure, objectif parfois partagé par le couple, c'est de se remettre ensemble. Et donc, ou alors on va avoir aussi des personnes qui vont faire une demande de levée de cette obligation. La victime le fait aussi de son côté. Et donc l'obligation de stage a été aussi questionnée. Est-ce que ça ne pourrait pas être quelque part déjà un moyen de nourrir de la réflexion de l'auteur sur son passage à l'acte avant déjà de formaliser cette démarche de levée d'interdiction. Aujourd'hui, on est un peu... c'est un peu compliqué parce qu'on a tellement de sursis probatoires avec obligation et de peine de stage qu'on n'a plus de place pour les personnes qui n'ont pas l'obligation. Donc là aussi, on réfléchit encore, on poursuit, on réajuste. Donc voilà. Sur ces stages, donc on a fixé le nombre maximum de participants entre 10 et 12. Donc on est plus à 12 personnes convoquées sur ce stage. Et pour l'instant, on n'a jamais dépassé les 8 présents. Donc on a toujours 4 personnes, on est toujours 8 de toute façon, on a toujours 4 personnes qui ne se présentent pas. Voilà. Ensuite, par rapport à cette sélection, on a eu la question a été soulevée de l'obligation. Lorsque la personne elle a une obligation d'exécuter le stage, mais qu'elle n'a pas la capacité à être en groupe. Donc c'est une question qu'on s'était déjà posée. Sur un des stages, on a été vraiment confronté à de grosses difficultés avec un candidat. Et donc là aussi, la réflexion au sein du service se poursuit de comment est-ce qu'on peut faire valider ce stage pour la personne sans pour autant la mettre en groupe et mettre à mal le groupe. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé sur l'un des stages. Et une solution qui ne serait pas de la renvoyer sur le département voisin non plus. On ne déplace pas le problème, on essaye de traiter les choses. Donc là aussi, on a une réflexion de partir sur le format de stage, sur les thématiques qu'on aborde en stage et peut-être de traiter les choses en entretien individuel, en faisant un système peut-être de validation, de certification de certaines étapes. Voilà. À voir. Donc la réflexion se poursuit encore. Donc voilà pour la sélection. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail des contenus de ces 2 jours et demi de stage. Donc il y a un CPIP qui est présent sur les 2 jours et demi. Donc c'est soit Madame Darnan ici présente, soit Monsieur Perret qui n'a pas pu être là aujourd'hui du coup. La
première journée elle débute par l'ouverture par la directrice d'antenne qui présente donc les règles de bon fonctionnement du stage. Comme l'a dit ma collègue, on a eu un deuxième stage qui a été assez compliqué dans le respect des règles, notamment sur un peu la prise de la parole. Donc ça a été décidé en interne qu'une charte serait signée lors de l'ouverture par les participants, qui reprend un peu les règles de fonctionnement. Et également les règles de fonctionnement. On a vu aussi la liste un peu s'allonger par rapport au premier stage, parce que donc on a rajouté la règle de sobriété, étant donné qu'on a eu lors du premier stage des participants qui sont revenus après la pause alcoolisés. Donc ça a été intéressant parce que ça a délié des langues pour certains qui étaient assez réfractaires, mais ça a aussi mis un peu beaucoup d'ambiance et ça a pu rendre l'après-midi justement de la médiatrice de communication non violente assez compliqué. Oui, ils avaient bien bu, voilà, ils avaient profité de leur repas du midi. Donc ensuite, suite à la présentation des règles et à la signature de la charte, la directrice quitte le groupe et donc c'est le CEPIP présent sur la durée du stage qui annonce le programme donc des 2 jours et demi. Et ça commence par le CIDFF, donc c'est une juriste qui va être présente sur toute la journée. Elle va présenter l'association, ses missions et c'est les missions de l'association. La première demi-journée, elle est plutôt consacrée sur l'égalité femmes-hommes via un jeu de dates sur l'évolution des droits des femmes et des hommes dans la législation française. Donc, elle ne fixe pas que l'évolution des femmes qui arrivent justement, qui essayent de rattraper justement les droits des hommes, mais plutôt sur aussi l'allongement du congé de paternité qui est intervenu il n'y a pas très longtemps. Elle utilise également un photolangage afin de mettre en exergue les stéréotypes et puis elle finit par un brainstorming sur ce qui est véhiculé par la société, qu'est-ce qu'on dit des hommes et qu'est-ce qu'on dit des femmes. L'après-midi est plus consacré à la question des violences au sein du couple. Elle commence par amener la différence entre violence conjugale et conflits conjugaux via des définitions qui ont été citées précédemment de Roland Coutenceau, mais également une vidéo d'Ernestine Renet dans le cadre de la MIPROF, et un jeu de mots s'y rapportant. Elle va présenter les différentes formes de violence au sein du couple qui existent. Elle donne les chiffres clés, elle présente le cycle de la violence ainsi que l'escalade. Et puis elle fait également un point un peu juridique sur toutes les notions de circonstances aggravantes, donc en présence des enfants, par le conjoint, partenaire, concubin, voilà. Et la notion de récidive. Elle utilise également des supports pour étayer les violences. Elle présente la vidéo Fred et Marie. Et puis s'il reste encore du temps, elle présente aussi Marie et Fred. Et elle utilise également la vidéo sur le consentement, notamment pour traiter des violences sexuelles et du consentement sexuel via la vidéo sur la tasse de thé. Si vous ne la connaissez pas, elle est plutôt pas mal. C'est intéressant. Enfin, elle finit par un tour de table pour avoir un peu les observations des participants à chaud. Alors, la seconde journée commence par une intervention conjointe donc sur toute la matinée. Donc, il y a la psychologue de l'association d'aide aux victimes AVEMA et la responsable du service enfance et adoption de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est donc l'AVEMA qui commence et elle va débuter sur une définition des violences, des maltraitances. Elle va revenir aussi très brièvement sur la différence entre conflit et violence pour les remettre un peu dans le bain de bon matin. Et après, elle va essayer de les amener à réfléchir sur la différence entre la violence naturelle et la violence agie par un être humain. La violence, donc après, elle présente la violence comme une effraction dans les espaces de sécurité, ce qui va souvent générer chez la victime un sentiment d'insécurité. Elle va présenter les facteurs qui sont en jeu, donc les différentes formes que peuvent prendre la violence et les différentes manières dont elles peuvent être reçues en fonction de l'histoire de la personne, de sa personnalité, des ressources de la victime. Ensuite, elle va, à l'aide d'imagerie, évoquer les effets de la violence sur le cerveau, les effets de stress, de trauma. Elle apporte aussi une définition du traumatisme psychique et présente le syndrome
syndrome de stress post-traumatique. Et ensuite, nous avons une intervention donc, de la protection de l'enfance qui va débuter déjà avec un brainstorming sur les besoins de l'enfant. Donc, elle va apporter des éléments assez fondamentaux sur la construction du cerveau de l'enfant, donc de 0 à 6 ans, et puis jusqu'à ses 25 ans, à l'aide de vidéos sur la réassurance, la plasticité cérébrale. Et ensuite, elle va développer les éléments, les effets du stress sur le cerveau de l'enfant et sur son comportement. Elle termine son intervention en revenant sur la législation relative à la protection de l'enfance et notamment sur les cas de violence d'un parent sur l'autre parent. Donc, elle revient sur les procédures de placement, sur le retrait de l'autorité parentale. Voilà. Et elle rappelle que de plus en plus, certains parents sont condamnés pour des violences en présence de leurs enfants mineurs, que de plus en plus les enfants sont reconnus victimes et que... Donc la 4e demi-journée est animée par nous deux sur donc, la gestion des émotions. On commence un peu par les questionner sur ce qu'ils ont ce qu'ils sont dit à eux-mêmes avant de venir à ce stage. Et cette pensée à quelle émotion, selon eux, elle a pu être liée. On part sur la roue des émotions de Robert Plutchik, qui est psychologue américain, qui a beaucoup travaillé donc, sur les émotions et leur évolution. On est parti de ces travaux afin d'essayer de comprendre à quoi servent les émotions dans la vie de tous les jours. On les questionne ensuite sur les compétences émotionnelles globales de soi et des autres et de l'autre, afin d'essayer de voir aussi l'interaction de notre émotion, ce qu'elle peut avoir impact sur l'autre, sur notre partenaire, notamment dans le cadre des violences. On diffuse également une vidéo du cabinet CRISIP, donc de psychologie. C'est sur les pensées automatiques lors d'un premier rendez-vous. Donc ça fait toujours un peu rire cette vidéo. Mais c'est afin de leur présenter un peu les colonnes de Beck. Donc c'est deux jeunes gens qui se disent plein de choses dans leur tête, mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Lors d'un premier rendez-vous, ils se rencontrent, on pense, après sur une application de rencontre. Et du coup, ça permet après de présenter les colonnes de Beck pour montrer que nos pensées, elles ont quand même une influence sur nos émotions et que si on arrive un peu à modifier nos pensées, on peut aussi arriver à faire baisser notre émotion, notamment celle négative. On fait également 3 mises en situation qui permettent de faire observer au groupe que nous n'avons pas tous les mêmes pensées au regard d'une situation. Alors, pour exemple, la première mise en situation, elle traite d'une situation qui nous est déjà tous arrivée. C'est quand on a quelqu'un en voiture qui nous colle, qui nous fait des appels de phare et qui nous double en faisant une queue de poisson. Comment on réagit derrière son volant. C'est toujours assez intéressant de voir un petit peu. Et on reprend via cette situation donc, les colonnes de Beck afin de voir qu'il y a des pensées alternatives qui peuvent aussi amener à une émotion un peu moindre. On a une seconde mise en situation qui traite sur le travail et la dernière, du coup, traite sur le couple. Et elle amène aussi les participants à questionner sur la question de la jalousie parce que ça revient énormément dans leur discours. Enfin, cette demi-journée, elle se termine par la présentation des blessures qu'on peut avoir subies dans l'enfance, donc abandon, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais également humiliation, rejet, trahison et injustice, afin de voir un peu, d'identifier quelles blessures peuvent aussi nous amener à ne plus gérer nos émotions et à être débordés par ces dernières. On a construit du coup cette demi-journée dans cet ordre-là afin de partir de ce qui est le plus facilement identifiable, souvent chez les personnes, leurs émotions, afin de remonter ce qui peut être à l'origine aussi de leur comportement et du ou des passages à l'acte, leurs blessures intérieures. Et enfin, la dernière demi-journée qui commence par l'intervention du parquet. Donc le parquet va reprendre un peu l'organisation judiciaire et notamment en matière de violence conjugale, elles vont reprendre parce que ce sont des femmes et elles vont reprendre un peu le déroulement des procédures lorsqu'elles voient arriver sur leur dossier, sur leur bureau, des dossiers de violence conjugale. Et puis, à l'issue, il
il y a vraiment quelque chose qu'elles mettent en avant et qui est très important pour ne pas se laisser non plus déborder par les participants. C'est qu'à un moment donné, s'ils sont là, c'est qu'ils ont commis un acte, que l'acte est constitutif d'une infraction et ils sont condamnés. Ce qui s'est passé avant, le contexte, ça peut donner des éléments d'explication, mais elles interviennent sur un acte qui est constitutif d'une infraction. Et au cours du stage, c'est souvent nécessaire de rappeler ce genre de choses. Et à l'issue de leur présentation, elles apportent 3 situations qu'elles ont anonymisées et qui sont arrivées sur leur bureau. Et elles demandent aux participants de se positionner. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce qu'ils auraient orienté en alternative aux poursuites? Est-ce qu'ils auraient classé sans suite? Et est-ce qu'ils auraient orienté vers la juridiction de jugement? Donc elle prend des situations, elle a pris par exemple une situation où effectivement le dossier a été classé sans suite pour montrer pourquoi certains dossiers ne sont pas poursuivis. Elle a pris alors une situation où c'est une femme condamnée pour essayer de couper court aussi à certains propos. Et puis, une situation où il y a des enfants aussi qui avaient été reconnus victimes. Et puis, une situation d'hommes condamnés également. Donc, pour essayer de diversifier. Donc, leur intervention dure à peu près 1h30. Donc là, on se situe 4 à 6 semaines quand même après les 2 premières journées. Et donc, on va réévoquer avec les auteurs par rapport à ce stage, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles où vous avez été confrontés qui ont pu générer des émotions qui pouvaient être négatives? Et est-ce que vous avez pu mettre en place des choses? Est-ce que vous avez pu mobiliser des pensées alternatives pour gérer ces émotions? Donc ça permet un peu de reprendre de manière assez transversale tout ce qui s'était dit sur ces 2 jours. Et puis ensuite, on a notre directrice qui revient dans le groupe pour faire le bilan et de l'extérieur, elle leur demande finalement comment est-ce qu'ils ont vécu ce stage. Voilà. Faut conclure. Bon. On n'entend pas? Bon. Donc après le bilan de ce stage par les participants, qu'est-ce qu'on a? Je les presse par le temps. Qu'est-ce que j'enlève? Mais c'est bon. Il y aura les questions. Respire. Voilà. Alors, la plupart des participants disent apprécier les ateliers comme le photolangage. Ils aiment bien les vidéos aussi parce que c'est plus imagé, ça leur parle plus. L'intervention de la protection de l'enfance a pu être vécue assez difficilement parce que certains n'ont pas d'enfants. D'autres ont des enfants qu'ils ne voient plus. Et puis, quand elle évoque la construction du cerveau de l'enfant et les effets que peuvent avoir l'exposition à la violence sur les enfants, il y a quand même quelque chose qui travaille en eux. Certains, je pense, qui se disent qu'ils ont quand même... ça peut... donc, c'est une demi-journée qui peut être assez difficile pour eux. Alors aussi, ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est assez compliqué parce que souvent ce ne sont que des hommes, même si sur un prochain stage, nous aurons une femme qui est également condamnée à réaliser un stage, mais qu'en plus les participants, les intervenantes, sont uniquement des femmes. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué des fois d'avoir un échange et un débat constructif quand ils peuvent se braquer. On a également observé, parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois c'est un CPIP masculin, du coup un homme, notre collègue, qui est présent durant tout le stage. Et bien là, les participants, ils vont être plus dans la contestation, et c'est vraiment difficile pour eux d'entendre un discours où des couples peuvent fonctionner sans violence quand il est porté par un homme.
Les victimes, les participants nous renvoient aussi qu'il serait très intéressant que les personnes victimes participent à ce type de stage, afin qu'elles aient les mêmes outils, mais également parce qu'elles ont leur part de responsabilité dans le passage à l'acte. Ça nous renvoie bien à ce qu'a dit Olivia Gazalet hier sur le retournement de la culpabilité. Et beaucoup de participants, ils nous ont également renvoyé le fait que s'il n'y avait pas eu le Grenelle et toute la question de MeToo, ils n'auraient pas été poursuivis pour leurs faits. Ils vivent vraiment cela comme un acharnement. Donc ça fait vraiment aussi également écho avec l'intervention de Mme Gazalet sur le fait qu'on sent que pour eux, aujourd'hui, tout est pour les femmes et que si on accorde les mêmes droits, on sent qu'ils sont un peu dépossédés de quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir tenu le temps et désolé de vous avoir un peu pressé. C'est pour avoir le temps de prendre quelques questions, si vous en avez. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai été très intéressée par un point particulier. Bon, c'est ma casquette de pénaliste. Hein. Je travaille beaucoup sur le sens de la peine et sur la motivation des décisions de justice. Et revient souvent l'idée que la peine n'est pas suffisamment comprise et expliquée aux condamnés. Et notamment, dans les bonnes pratiques qu'on envisageait, il y avait l'idée que le SPIP fasse à chaque fois une lecture de la décision et une explication. Et du coup, je trouvais ça super intéressant que dans tous vos stages, en fait, il y ait, alors sous forme de module judiciaire ou l'intervention de représentants de la justice pour justement réexpliquer le sens de la peine. Est-ce que vous, d'une manière générale, c'est quelque chose que vous travaillez? Est-ce que vous reprenez les décisions ou est-ce que du coup c'est uniquement le sens de la peine mais au sens général et pas uniquement le sens de leur peine à eux? Sur les modules que vous mettez en place là, est-ce que on questionne la peine d'une manière générale ou est-ce qu'on questionne la peine à laquelle ils ont été condamnés? Alors, sur leur situation individuelle à chacun, sur le stage, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est sur des durées qui sont assez courtes, donc on les invite à participer, mais c'est vrai que ça reste... comment dire? Ils parlent peu d'eux. Ils vont donner leur avis, mais sur le stage, contrairement peut-être à la dynamique qu'on peut avoir sur des PPR, sur le stage, ils restent, sur 2 jours en tout cas, ils parlent très peu d'eux. Ils vont donner leur avis sur les choses, mais rentrer dans leur situation, c'est très compliqué. Après, on a affaire à des gens qui ne se connaissent pas, qui sont jamais vus, et de parler de leur situation, de ce qu'ils ont fait comme ça en groupe, c'est plus simple sur les PPR où ils se voient sur la durée, sur le temps, où il y a une confiance qui s'instaure dans le groupe. Là, la confiance, on arrive à l'instaurer, mais au niveau des discours individuels, on reste quand même sur quelque chose d'assez limité. Chez nous, on se questionne le sens de leur peine. Dans le module auteur, où il y a 2 jours où on parle que de ça, ils évoquent leur parcours, leur peine qui a causé des peines aux autres, mais aussi des peines qu'ils ressentent. Et le module judiciaire, où effectivement on questionne le sens de la peine en général, où le magistrat intervient à distance des dossiers individuels qui expliquent la peine, qu'est-ce qu'il attend, la responsabilisation, la sensibilisation, la vulgarisation et tout ce qui suit. L'appropriation des bonnes conduites pour essayer de revenir reprendre une place satisfaisante dans la société. Et au niveau du SPIP, on explique aussi les jugements, la peine pour qu'ils comprennent bien. Je pense que l'idée même de la chaîne pénale, c'était pour pouvoir expliquer le sens de la peine, là où, par exemple, le conseil pénitentiaire ne prend pas position en disant que la peine est juste ou elle n'est pas juste. Moi, ma question, c'est pour m'aider à faire le résumé de fin de journée tout à l'heure. C'est que, si je comprends bien, l'objectif initial, c'est un rappel de principes républicains, des droits de la femme, etc. Puis là, voilà qu'on parle de gestion des émotions, de la chaîne de Beck, du cerveau de l'enfant. Donc, je me demandais, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un PPR?
Alors, la durée. En premier lieu, du coup, la durée, le cadre, du coup, et puis le fait qu'on est aussi sur des personnes quand même qui sont qui passent forcément dans une remise en question. Justement, on a eu des difficultés parce qu'on est sur des personnes qui sont vindicatives et qui se reconnaissent pas du tout les faits. Tandis que nous, en tout cas sur le département de l'Ain, pour le PPR, on oriente surtout des personnes qui ont déjà amorcé un travail sur soi et qui sont dans une reconnaissance au moins partielle des faits. Autre chose à rajouter. C'est vrai qu'on est les CPIP et puis Madame Vincenti, quand on a construit ce stage avec notre direction, en fait, les personnes qui ont participé à la construction de ce stage, donc c'est peut-être ce qui fait que c'est un peu biaisé, on anime des PPR pour les auteurs de violences conjugales. Donc c'est vrai que sur certaines choses, on voyait les effets sur les PPR et du coup on se disait c'est quand même dommage de ne pas apporter ces éléments-là. Après, la différence du PPR, je pense que là on apporte des pistes de réflexion, on leur ramène des petits questionnements, mais on ne va pas forcément prendre le temps d'approfondir parce qu'on n'a pas forcément le temps pour ça. Mais c'est peut-être déjà de faire germer des questionnements. Après, alors c'est un peu ce qui est dommage avec les stages PEN, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le stage, on ne les voit plus, c'est terminé. À l'issue du stage, pour ceux qui ont un sursis probatoire, l'idée c'est aussi de leur présenter les autres prises en charge collectives qui sont sur le service, c'est-à-dire quelqu'un qui veut aller plus loin dans la démarche peut venir sur un PPR. On est en train de mettre en place le programme Respire aussi, donc c'est aussi peut-être approfondir la question de la gestion des émotions pour ceux qui souhaitent accentuer la réflexion sur ce point-là. C'est une entrée, c'est des pistes de réflexion. Il n'y a pas cet échange qu'on peut avoir dans le PPR.